La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à notre live session libre. On va démarrer dans 1 ou 2 petites minutes. On va attendre que tout le monde ait la possibilité de se connecter. Voilà, pour le moment, vous êtes 14 participants. On va juste attendre 1 petite minute de plus et puis après, on pourra débuter. À une personne supplémentaire. Bon, je vous propose qu'on commence. Il y aura une petite introduction de toute manière, donc ça permettra aux prochains participants de se connecter. Alors du coup, bonjour à tous et bienvenue encore à notre live session libre communiqué, charte éditoriale et crowdfunding. Je me présente rapidement. Moi, c'est Marion, je travaille chez Open Classroom et nous serons ensemble du coup pendant 1 heure pour ce live. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Priscilla Delay. Alors Priscilla, je te laisse dire un Bonjour. petit mot et te présenter. Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis donc Priscilla Delay, mentor chez Open Classroom sur les parcours marketing, communication et également gestion de projet digital. Et en parallèle, je suis consultante en digital. Super, merci Priscilla. Donc concrètement, le contenu de ce live, Priscilla va vous partager des indications et des bonnes pratiques sur 2 exercices qui vont vous permettre une plongée dans les notions de charte éditoriale et de crowdfunding. Voilà, donc concrètement, comment le live va se dérouler? Donc après chaque exercice que Priscilla vous partagera, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc ce que je vous conseille, c'est de poser vos questions à l'écrit sur la plateforme. Vous avez un onglet questions. Peut-être si on peut voir sur la slide suivante, il y a le petit screenshot. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions tout le long du live à l'écrit. Et puis ensuite, vous aurez 2 sessions de questions-réponses à l'issue des 2 exercices. Et donc là, vous aurez la possibilité de lever la main. Donc voilà, c'est le petit icône qui lève la main. Et en fait, ça vous permet de prendre la parole en live et d'avoir l'opportunité de discuter avec Priscilla et de poser vos questions. Donc, soyez pas timide, c'est une super opportunité. Toutes les questions sont les bienvenues et c'est vraiment génial de pouvoir discuter avec un mentor et avec une experte aussi comme ça en live. Si certaines de vos questions posées à l'écrit restent sans réponse durant le live, si on n'a pas le temps de les aborder, vous inquiétez pas, on prendra le temps après, quelques jours après le webinaire, pour y répondre. Voilà, le webinaire est enregistré, donc vous aurez aussi la possibilité de le revisionner, bien évidemment, par la suite. Voilà, je crois que c'est tout bon. Priscilla, je te laisse la parole pour débuter. Super, on y va. Donc, comme vous a dit Marion, on va avoir 2 exercices aujourd'hui. Le premier va concerner la ligne éditoriale, donc dans le cadre de la charte éditoriale que vous devez réaliser dans le projet 4 sur la marque Blune. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment faire un petit focus sur comment on choisit ses cibles, ses thématiques, ses rubriques, le ton et le style de la ligne éditoriale et donc de la charte éditoriale. On va faire l'exercice ensemble. Je vous présente une marque, vous faites l'exercice comme vous a expliqué Marion, et puis après, je vous explique un petit peu comment on peut y répondre de façon plus détaillée. Voilà. Donc, voici le premier exercice. J'ai choisi une marque qui s'appelle NOS. Donc, cette marque, c'est une marque qui fait des cigarettes électroniques. Bon, elle vend des produits importés de Chine, mais ce qui fait vraiment son ADN, c'est qu'elle fabrique des e-liquides pour cigarettes électroniques qui sont donc fabriqués en France avec le label Origine France Garantie que vous pouvez voir en petit sur les flacons, et donc avec des saveurs qui sont vraiment créées par des parfumeurs à Grasse. Donc, il y a vraiment une grande qualité. Après, vous pouvez voir un petit peu sur l'image que c'est une marque qui se positionne quand même sur du haut de gamme. On est sur quelque chose d'assez épuré, d'assez classe. Donc voilà, moi, ce que je vais vous demander donc, dans les 2 premières minutes, là tout de suite, c'est de trouver quelles sont les cibles
que cherche à toucher NOS quand elle fait de la communication. Alors attention, on va parler uniquement de communication B2C, c'est-à-dire envers le consommateur final. Donc, je voulais vous préciser aussi que NOS, c'est une marque qui vend ses produits uniquement chez les buralistes, donc dans les bureaux de tabac. Voilà, donc à votre avis, quelles sont les cibles de communication qu'il faut essayer de toucher quand on veut voilà, faire parler de la marque, faire connaître la marque? Voilà, j'attends vos propositions pendant les 2 minutes qui arrivent. Ouais, on vous laisse 2 petites minutes. Du coup, là, les propositions, elles se font dans le chat, hein, sur la partie questions. Voilà, l'idée, c'est que vous fassiez vos propositions de cibles et qu'on puisse rebondir dessus et proposer une solution après. Alors, Non. Alors, pour le moment, il n'y a personne qui s'est lancé. c'est normal, ils réfléchissent, c'est pour ça. Alors attention, prenez bien aussi garde à penser à la cible de communication. Je ne sais pas si pour vous la différence est assez distincte, mais on a des cibles marketing. Une cible marketing, c'est une cible. Les cibles communication, il y en a plusieurs. Donc là, on va plutôt parler de la cible de communication. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs propositions. On va peut-être donner 2, 3 pistes, Priscilla, je ne sais pas. Oui, alors, donc, du coup, on passe à la correction peut-être? Oui, ou donner 2, 3 pistes sur. Voilà, il y a 2, 3 personnes qui. Ah, bah ça y est, on commence à avoir des réponses. Donc, des hommes, CSP+, effectivement, hein, on a dit qu'on se positionnait sur quelque chose qui était assez haut de gamme. Donc, on peut effectivement considérer qu'on va être en CSP+. Alors, attention, bien évidemment aussi, hein, quand on fait une cible de communication, il n'y a pas une bonne réponse. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, effectivement, on peut comprendre aussi à travers la charte graphique de NOS qu'ils sont plutôt orientés vers quelque chose de masculin. On voit le noir, on voit l'égérie qui est également un homme. Donc, effectivement, c'est pareil, on voit la typographie qui peut paraître assez rigide et donc assez masculine aussi. Alors, effectivement, arrêter le tabac, ça peut être une bonne piste pour les gens qu'on voudrait toucher. Tout à fait. Donc, à votre avis, au niveau de l'arrêt du tabac, quel type de cible ça va être? Si je vous parle de cible principale, de cœur de cible secondaire, est-ce que ça vous parle? Voilà, qui serait cette personne? Donc, des hommes de 35 ans en CSP+, qui souhaitent arrêter le tabac. Alors, effectivement, je vous propose qu'on regarde un petit peu la proposition que moi je vous fais. Marion, on peut y aller? Oui, oui. On y va. OK. Alors, hop. Voilà. Donc, effectivement. Alors, comme je vous disais, on va avoir plusieurs types de cibles dans la cible de communication. Donc, on a la cible principale. Alors, la cible principale, c'est vraiment toutes les personnes qu'on souhaite toucher. Ça peut être des clients comme des gens qui ne sont pas encore clients ou qui ne connaissent même pas encore la marque. Dans cette cible principale, on va avoir le cœur de cible, qui est vraiment un petit noyau de cette cible principale et qui est là vraiment le client parfait, la personne, on sait que si elle entend parler de notre marque, elle va l'acheter. Et ensuite, on va avoir autour de ces deux cibles la cible secondaire. La cible secondaire, c'est une cible qui va influencer le consommateur final dans son achat. Donc, par exemple, du coup, si on reprend notre exemple de cigarette électronique, notre cible principale, ça peut être effectivement des hommes et des femmes de 25 à 45 ans, par exemple, qui effectivement sont fumeurs, parce qu'on ne va pas non plus inciter des gens qui ne fument pas à commencer la cigarette électronique, ce serait un peu dommage et pas très éthique pour le coup. Donc ça, ce serait notre cible principale. Et puis en cœur de cible, on va se dire que donc ce sont des personnes qui sont dans cette cible principale, mais on ajoute le critère du fait qu'elles soient des personnes citadines, puisqu'on se rend compte que finalement, les citadins sont plus enclins à utiliser la cigarette électronique. Et puis, on va peut-être resserrer un petit peu la tranche d'âge.
Cette fois-ci, on va dire que c'est 25-35 ans, puisqu'effectivement, c'est également les jeunes qui sont davantage concernés par la cigarette électronique. Et plus que des fumeurs, ce sont des fumeurs qui ont envie d'arrêter de fumer. Donc, effectivement, ce sont des gens qui se rendent en tabac et qui ont la possibilité de voir la marque si elle est mise en avant et de l'acheter. Du coup, qui va les influencer, ces personnes-là? Alors, on va avoir plusieurs types d'influence. On peut avoir effectivement des journalistes, on peut avoir des blogueurs, des youtubeurs, etc., tous les influenceurs que vous connaissez très bien. Et on peut aussi avoir la famille. Par exemple, un frère, un enfant qui va dire à son proche, écoute, ce serait bien que tu commences la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Moi, j'ai envie que tu fasses attention à ta santé. Et enfin, on va avoir bien évidemment les buralistes qui vendent les produits et qui les connaissent et donc peuvent les conseiller à une personne qui éventuellement poserait des questions sur ce type de produit. Voilà, donc l'idée, quand vous définissez une cible, c'est bien de définir dans une cible de communication ces 3 niveaux de cible et ensuite de réaliser des personas. Donc les personas, ça va être une personnification de la cible qu'on vient de détailler tout simplement. Donc par exemple, notre cœur de cible, on va dire qu'il s'appelle François, qu'il a 32 ans, qu'il habite Paris et qu'il fume aujourd'hui un paquet de cigarettes par jour. Voilà, il veut reprendre le sport et du coup, ça l'embête vraiment de ne plus avoir de souffle. Donc, pour arrêter, enfin, pour se sentir mieux dans son sport, il a envie de se mettre à la cigarette électronique. Donc, voilà, ça pourrait être un persona qui viendrait personnifier notre cœur de cible. Voilà, donc pour les cibles, j'espère que c'est clair pour vous. Si toutefois vous avez des questions, vous aurez la possibilité de les poser après. Hop. Quand même aller regarder. Marion, si on a des questions, tu me dis. Oui, non, pour le moment, il n'y a pas l'air Tout d'avoir va bien? tout va bien. Bon, super. Donc, on va passer aux thématiques et aux rubriques. Donc, c'est pareil, quand vous définissez votre ligne éditoriale et plus généralement votre charte éditoriale, vous devez réfléchir aux thématiques que vous allez aborder et aux rubriques. Donc, ce que je vais vous demander maintenant dans les 2 minutes qui arrivent, c'est de me proposer donc des thématiques et des rubriques que pourrait aborder NOS dans sa communication, toujours auprès du consommateur final, tout simplement pour les attirer et leur donner envie de venir vers nous. Donc, on peut imaginer que ces thématiques et rubriques, ce seraient celles qu'on va décliner sur les réseaux sociaux et puis sur le blog de la marque, par exemple. Donc, à votre avis, quelles sont les thématiques qu'on pourrait utiliser et qui pourraient intéresser notre cible? Donc, c'est un produit français. D'accord, effectivement, c'est une bonne réponse. C'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, tout à fait. Alors, le produit français, du coup, ce serait plutôt une rubrique. Éventuellement, on pourrait trouver une thématique un peu plus générale dans laquelle on pourrait venir intégrer le produit français. Alors, les backstage de l'entreprise, les parfums, la gamme de produits, la fabrication, donc Made in France. Super, effectivement. Donc ça, c'est effectivement aussi des choses qu'on pourrait mettre en avant et qu'il faut mettre en avant pour pouvoir se démarquer, puis aussi justifier les prix qui peuvent être. Alors, sur le positionnement prix, je ne vous l'ai pas dit, on est plutôt sur un positionnement prix d'alignement, mais sur le haut des prix quand même, des tarifs. La qualité, nous dit Laura, effectivement. D'accord. Très bien. Alors, c'est pareil, la qualité est hyper important. Hein, il faut qu'on la démontre. De toute façon, à chaque fois qu'on apporte quelque chose à notre cible, il faut bien qu'on justifie ce qu'on apporte. On ne peut pas juste dire j'ai un produit de qualité. Donc, on va effectivement le prouver, comme vous nous le proposiez tout à l'heure, en montrant les coulisses, comment nos produits sont fabriqués en France, etc., dans le respect de la nature, des salariés, bien évidemment. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées? Hop. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ce que vous m'avez dit de toute façon. Hop. Aborder le pourquoi c'est mieux que la cigarette. Effectivement, ça c'est important. Effectivement. Alors, Pasquale, je pense, hein, votre prénom. Ça, c'est hyper important, effectivement, d'aller justifier pourquoi c'est bien d'arrêter de fumer et surtout pourquoi la cigarette électronique, qu'est-ce qu'elle va apporter de mieux que la cigarette classique. Tout à fait. Alors, justement, je vais vous montrer
un petit peu ce que moi, je voulais vous proposer, mais on est plutôt pas mal dans ce que vous me proposez, hein. Alors, je vois qu'il y avait encore une réponse, pardon. Les bénéfices de l'arrêt de la cigarette, c'est ça. OK, tout à fait. Alors, moi, ce que je voulais proposer, alors au niveau des thématiques, ce qui va être important, c'est de ne pas en avoir trop. Parce que plus on va avoir de thématiques, plus on va avoir de sous-thématiques, c'est-à-dire des rubriques, et plus on va noyer le consommateur. C'est-à-dire que si sur Facebook, on lui parle d'un sujet, que sur Instagram, on lui parle d'un autre, et que sur le blog, on aborde encore autre chose, il ne va pas bien comprendre notre identité. C'est pareil pour vous, hein, je fais le parallèle avec une personne. Si un jour vous vous habillez en punk, que le lendemain vous vous habillez dans un autre style, les gens ne vont plus comprendre. Ils ne vont plus comprendre qui vous êtes, ils ne vont plus savoir vous identifier. Donc pour une marque, c'est exactement la même chose. Donc, moi, ce que je vous proposais, c'était effectivement d'avoir une thématique générale. Vous étiez tout à fait dans le vrai, hein, du coup. Une thématique générale qui serait les avantages de la cigarette électronique. Et donc là, on va pouvoir aller regrouper plusieurs rubriques que sont la santé. Donc effectivement, pourquoi c'est mieux pour la santé d'arrêter de fumer et de passer à la cigarette électronique. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur des études qui prouvent que la cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette classique. Ensuite, on va pouvoir parler de l'aspect économique. Alors ça, vous n'y avez pas forcément pensé, mais ça coûte beaucoup moins cher de fumer la cigarette électronique qu'une cigarette classique. Ensuite, on a l'aspect éco-responsable, donc avec la qualité des produits qui sont utilisés, l'aspect naturel, vous le voyez, NOS utilise du verre dans le haut de son logo. Donc ça, c'est pas pour rien, cette touche de verre, elle vient rappeler qu'on est sur du produit, alors on n'est pas sur du produit 100% naturel, mais en tout cas sur quelque chose de beaucoup plus sain que ce que peut être la cigarette, encore une fois. Après, on a cet aspect éco-responsable. Alors, l'aspect éco-responsable, il va passer encore une fois par la qualité des produits, le fait que tout soit fabriqué en France et surtout qu'il propose notamment des systèmes de recyclage ou des choses dans cet esprit-là. Et ensuite, effectivement, vous l'aviez dit, la qualité. Donc, montrer la qualité des produits et aller se justifier en montrant les backstage, voilà comment sont fabriqués nos produits et en étant vraiment transparent. Donc ça va permettre vraiment de mettre en place une relation de confiance avec les consommateurs. Hop. Voilà, et donc le troisième volet qu'on va voir avec NOS, ça va être le ton et le style éditorial. Donc à votre avis, on est toujours sur une communication qu'on voudrait lancer dans le digital, sur les réseaux sociaux, sur le blog. La cible, on a vu qui elle était, hein. Comment on lui parle à cette cible? Alors ça, va falloir réfléchir notamment à plusieurs choses. C'est-à-dire que sur quoi je me base pour définir mon ton, mon style éditorial? Est-ce que je me base uniquement sur ma cible? Voilà, le ton avec lequel vous écrivez va aussi avoir un impact sur l'image qu'on va avoir de votre marque. Donc, le positionnement de la marque est très important aussi, il va falloir le respecter. Par exemple, je ne sais pas, moi, je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Desigual, vous la connaissez sûrement tous. Et pour le coup, alors eux, c'est une marque espagnole, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent tout simplement leur marketing, leur communication en France comme chez eux et ils tutoient leur clientèle. Sauf que, étant donné qu'ils sont assez chers, leur clientèle n'est pas super jeune et c'est clairement pas quelque chose de judicieux. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Par exemple, moi, je pourrais aimer leurs produits, mais je ne me sens pas touchée par leur communication parce que je n'ai pas l'âge et je n'ai pas envie qu'on me tutoie. Donc voilà, à votre avis, comment NOS peut parler à ses clients, à ses futurs clients, aux gens dont il a envie de faire des clients? Dites-moi tout. Effectivement, un vocabulaire qui ne va pas être familier. Tout à fait, on ne va pas se le permettre. Hein. De toute façon, Pasquale, vous avez raison. Vous avez raison. On voit bien sur la com de NOS qu'ils ont quelque chose, ils présentent quelque chose d'assez classe. Donc, si on avait une communication familière ou des photos de chats sur la page Facebook, ça dénoterait complètement. On est bien d'accord. Donc, encore une fois, il faut faire très attention à rester cohérent dans l'entièreté. Alors, de la sensualité, du rêve, cosy, un langage soutenu, effectivement, très bien. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait
qu'on pourrait utiliser dans notre rédaction. De toute façon, c'est des choses qui, Daniel, je pense que vous avez déduit ça de la communication visuelle de la marque et de ce que je vous ai mis comme visuel. Donc, effectivement, je parlais de cohérence. Donc là, on serait tout à fait en cohérence avec ce que NOS propose et comment elle se définit au niveau graphique. Alors, est-ce qu'on a encore des réponses en attente? Bon, ça va, hein, pour l'instant, vous êtes bien. Hein, vous vous trompez pas. Mais c'est pas trop malin parce que moi je réfléchis dans ma tête et non pas tout, pas évident, hein. C'est sûr. Mais non, mais c'est aussi pour ça que c'est très important de charter sa communication. La charte éditoriale, elle va vraiment servir à cadrer toute sa communication rédactionnelle, tout ce qu'on va rédiger. Et c'est très, très important parce que c'est ça qui va nous permettre de ne pas partir dans tous les sens. Surtout si on est dans une boîte un petit peu plus grande et que ce n'est pas la même personne qui gère tout le rédactionnel. Hop, bon, je vous propose de vous montrer ma réponse. De toute façon, vous êtes plutôt bien. Donc, effectivement, moi, j'étais partie sur… alors, attendez, hop, j'ai un peu bugué. Voilà. Donc, j'étais partie sur du vouvoiement, sur un style sérieux et surtout technique. Donc, l'idée ici, ça va vraiment être de montrer son image d'expert, que ce soit dans la vente des cigarettes électroniques qu'on a moins abordé, mais étant donné qu'ils vendent un produit qui est importé de Chine et qui est vendu sur beaucoup d'autres sites, il faut vraiment montrer sa connaissance technique pour aussi montrer qu'on ne choisit pas les produits par hasard et que si on vous les propose, ce sont de très bons produits qui ont été testés et qu'on connaît. Et alors, de la même façon, pour les e-liquides, hein, on utilise quand même du propylène glycol, de la glycérine végétale, même si ce sont des produits qui ne sont pas très dangereux, ça reste des produits qui sont un mélange chimique. Donc, il faut montrer aussi qu'on fait les choses bien. Et donc, il faut que cette technicité, cette expertise transparaisse dans la rédaction. Mais alors, il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est de rester accessible et abordable. C'est là que ça va devenir un peu plus compliqué, mais c'est vraiment nécessaire parce que si on est trop technique et trop sérieux, ben, on va toucher que les personnes qui s'y connaissent vraiment en cigarettes électroniques. Sauf qu'on pourrait se dire que ça peut être judicieux, mais non, parce qu'on est vendu dans les bureaux de tabac. Donc, si on est vendu dans les bureaux de tabac, ça veut dire qu'on est vendu à des personnes qui vont encore dans les bureaux de tabac. Alors, peut-être que c'est pour jouer au loto, mais c'est aussi très probablement pour acheter des cigarettes. Donc, ce sont des débutants. Donc, il faut bien leur expliquer les choses. Je ne l'ai pas ajouté, mais effectivement, quelque chose pourrait être très bien aussi, c'est la pédagogie. Leur expliquer comment on fait, leur expliquer à quel point c'est important de bien choisir son produit. Voilà. Hop. Et donc, eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie de questions-réponses, si Marion est d'accord. Avec grand plaisir. Donc voilà, Super. la possibilité de poser vos questions, bah, toujours à l'écrit. Hein, là, vous avez compris le fonctionnement du chat. Et puis, bah, sinon, vous pouvez également lever la main pour que je vous donne la parole en live. Alors, il y a Daniel qui a levé la main. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas parce que ça fait un moment, donc peut-être que c'était aussi pour tester l'outil. Donc, Daniel, je vous laisse la parole si jamais. Ah, Pas fait exprès, pas fait d'accord. exprès. Voilà. Souvent, ça arrive dans les débuts de live. Bon, enfin, ceci dit, Ok. n'hésitez pas. Hein, toutes les questions sont bonnes à prendre et sont intéressantes pour la communauté aussi. Alors après, peut-être que c'était très clair aussi, hein, Priscilla. C'est ce que j'allais dire. Bon, pas de questions à l'écrit non plus pour le moment. Bon. Après, vous pouvez toujours les poser encore tout au long du live, donc il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, je pense que c'était clair. Bon, super. Mais
À la limite, on passe à la suite et puis s'il y a des questions, elles pourraient être posées à Vous l'écrit. reviennent, vous n'hésitez pas à les poser à l'écrit et moi je les poserai à l'oral pour vous à ce moment-là, pas de souci. On fait ça. Super. Donc, on va pouvoir passer au deuxième exercice qu'on va voir aujourd'hui. Alors, cet exercice, il va, lui, se concentrer sur le projet suivant, c'est-à-dire le projet 5 sur lequel vous devez réaliser une campagne de crowdfunding pour une association. Donc, dans le cadre de cette campagne, vous avez des mails à réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un focus aujourd'hui sur les emails et notamment l'objet du mail, son accroche et son call to action. Donc, c'est pareil, on va faire un petit exercice. Vous réfléchissez, vous me proposez vos solutions et puis après, je vous donne les miennes et puis on peut en échanger à l'écrit et à l'oral. Donc, pour cet exercice, j'ai choisi une association qui me tient à cœur, qui s'appelle Les Petits Frères des Pauvres, que vous devez connaître pour certains. Donc, cette association, elle œuvre auprès des personnes âgées isolées. Donc, ce sont des personnes qui sont en précarité sociale, comme on dit, qui n'ont plus de famille ou alors qui ont une famille avec qui elles sont complètement en rupture. Donc, cette association a vraiment voilà, à cœur d'accompagner ces personnes au quotidien en visitant ces personnes et également de les emmener en vacances ou de leur proposer diverses activités tout au long de l'année. Bien évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent et donc cette association, elle doit fréquemment aller chercher de l'argent. Donc, elle a un peu de subvention de l'État, mais 80% de son budget est représenté par les legs et par les dons. Donc, forcément, elle est obligée de faire des campagnes de mails pour sensibiliser les gens et leur demander de participer financièrement à son action. Donc voilà, on va imaginer que donc l'association doit envoyer un mail à une base de données qu'elle aurait, hein, donc des gens qui auraient donné l'adresse email, pas forcément des gens qui sont bénévoles de l'association, mais en tout cas qui la connaissent, qui en ont déjà entendu parler. Et donc on va utiliser cette base de données mail pour leur envoyer des mails et essayer de récolter des dons. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir sur le sujet. À votre avis, quel pourrait être le sujet de ce mail, sachant que, bien évidemment, le sujet du mail, ça va être un champ très important quand on le remplit. On a souvent, à tort, on prend souvent pas trop le temps de le remplir, alors qu'au final, c'est quand même lui qui conditionne le fait que les gens ouvrent ou pas les mails. Donc, au final, c'est quelque chose de très, très important. Donc, voilà, quel sujet on pourrait rédiger pour donner envie aux gens d'ouvrir le mail, à votre avis? Donc, ce que je peux vous dire déjà, hein, c'est que le sujet du mail ne doit pas être très long. En général, on va faire des sujets qui font à peu près 30 à 50 caractères. Avant, on était plutôt sur 60 à 70, mais les tailles d'écran ne cessent de rétrécir sur les ordinateurs et aussi de se multiplier avec les tablettes, les smartphones. Donc, bien évidemment, sur un smartphone, on voit beaucoup moins le sujet, donc mieux vaut être assez court dans le sujet qu'on choisit. Rendez-vous utile, super. Effectivement, rendez-vous utile, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait donner aux gens l'envie de cliquer. Alors là, on va bien induire cet aspect de donner de soi et de donner pour les autres, cet aspect de générosité et de partage. Effectivement, et puis on va aller toucher les gens dans un besoin personnel, justement, de se rendre utile dans une société où les gens ont de plus en plus de mal à trouver voilà, à trouver une cause au fait de se lever le matin, etc. Enfin, sans vouloir dire une cause à leur vie, mais effectivement, donc rendez-vous utile. En tout cas, ça donne envie de cliquer et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendre utile. Ça peut effectivement toucher la corde sensible. Donc là, on est vraiment dans l'émotion. C'est une très bonne proposition, c'est court. Il y en a une juste au-dessus, Priscilla aussi. Alors, Nous je avons ne l'ai pas vu, pardon. Alors.
Nous avons besoin de vous. Daniel, effectivement, nous avons besoin de vous. Alors, on va être un petit peu aussi dans cette corde émotionnelle de vous pouvez nous aider. Vous êtes quelqu'un d'important, effectivement. Donc, on parle de vous, ça c'est quelque chose qui est bien aussi. Vraiment, on commence déjà à être un petit peu dans la personnalisation. Hop. Mettre en avant le fait que la personne va aider une association. Rendez-vous utile, ouais. Ok. Très bien. Donc, c'est pareil, hein, vous êtes plutôt pas mal dans vos propositions. Alors, est-ce qu'on a d'autres propositions avant que je montre ce que moi je proposais? Alors, vous inquiétez pas, à la fin, je vous donnerai des petites clés aussi sur tout ce qu'on a évoqué pour justement optimiser vos propositions quand vous allez réaliser vos projets. Hop. Bon, ben, je vais vous montrer ce que moi, je proposais. Donc, ce que je proposais, c'était de personnaliser l'objet du mail. Donc, par exemple, le premier, donc on va dire qu'on envoie notre mail à une dame qui s'appelle Sophie Dupont. On pourrait lui dire « Sophie, briser la solitude de nos aînés ». Donc là, effectivement, dans cette proposition, on explique bien quelle est notre cause, puisqu'encore une fois, la personne nous connaît, elle connaît les petits frères des pauvres. Normalement, elle connaît à peu près ce qu'on fait, sauf que si c'est quelqu'un qui est allé, par exemple, à la maison des associations, elle en a vu 50. Donc, elle se souvient du nom, mais bon, elle ne sait plus vraiment qui on est. Donc, déjà, dans cet objet, on vient lui rappeler, nous, on travaille sur la solitude des aînés et on fait en sorte de briser cette solitude. Et donc là, briser en le mettant avec EZ, on va lui dire « Venez avec nous, nous aider, venez le faire vous aussi ». Et c'est important, on va mettre son prénom pour lui dire que c'est à elle qu'on envoie le mail. Donc là, on va personnaliser. Encore une fois, on est dans une société où on est de plus en plus individualiste et où on est de plus en plus mêlé à un groupe. Et donc, du coup, c'est très, très important de montrer aux personnes qu'on veut toucher, qu'on les connaît et qu'on ne leur écrit pas au hasard, en fait, et qu'on n'a pas envoyé le mail à 50 000 personnes. Excusez-moi. Donc, la deuxième proposition que je fais, là, c'est Madame Dupont. On va plutôt l'appeler par son nom. Pour le coup, les petits frères des pauvres, on va plutôt… Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre le nom que le prénom. Je voulais vous montrer cette option du prénom, mais ce n'est pas forcément la plus adaptée aux petits frères des pauvres. Alors, elle pourrait être adaptée aux petits frères des pauvres si Sophie a déjà été vraiment en contact avec l'association. Elle a déjà fait des réunions ou peut-être qu'elle est bénévole, par exemple. Là, on peut se permettre de l'appeler Sophie. Donc, pour un prospect, quelqu'un qui nous connaît, mais encore un petit peu de loin, on va plutôt dire Madame Dupont. Et donc là, on va lui demander si la solitude de nos aînés la touche. Donc, tout simplement, on va lui poser la question. Alors, deux options, hein. Soit elle n'est pas touchée par la solitude des aînés, auquel cas, de toute façon, il n'y a pas spécialement d'intérêt à ce qu'elle clique puisqu'elle ne donnera pas d'argent. Soit elle est touchée et elle se dit, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et là, elle va cliquer. Là, en fait, on vient attiser la curiosité. On fait un petit peu de suspense puisqu'elle ne sait pas pourquoi on lui pose cette question finalement. Donc après, pour cet exemple, je voulais vous montrer des contre-exemples parce que pour le coup, j'ai eu un petit… j'ai eu le cas hier et donc je me suis dit, il faut que je le remette aussi. J'ai eu un bonjour délai, du coup, pas bonjour Dupont, mais bonjour délai, puisque je m'appelle Priscilla Délai. Du coup, voilà, qu'on me dise bonjour délai, bon, c'est un peu bizarre. Je pense qu'ils ont tout simplement pris le mauvais champ. Alors, soit ils ont mal rempli nom et prénom dans la base de données, soit ils ont pris le champ du nom de famille, mais dans les deux cas, c'est pas hyper malin parce que bon, ça montre un peu, j'ai essayé de personnaliser, mais j'ai un petit peu raté mon coup. Donc ça, c'est le genre de choses à ne pas faire, ou les fautes d'orthographe, c'est pareil. Et après, le contre-exemple aussi, qui s'appelle « Faites un don pour nos aînés ». Alors, on pourrait se dire qu'il est court, qu'il est plutôt direct, mais justement, il est peut-être un petit peu trop direct. Là, on lui dit, ce serait bien de sortir le porte-monnaie. Donc là, c'est un petit peu trop franc du collier. On va éviter d'être aussi frontal avec les personnes. Voilà. Hop. Ensuite, on va parler de l'accroche. Alors, l'accroche, c'est la petite partie du mail qu'on voit après l'objet, après le sujet, dans les boîtes mail, tout simplement, vous savez, les quelques lignes.
Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait écrire dans cette accroche? Alors, plus qu'un exemple d'accroche, là, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ou pas, qu'est-ce qui est important de réfléchir dans la rédaction de cette accroche. Dites-moi tout. Hop. Donc, cette accroche, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous en êtes même, vous, probablement rendu compte sur vos outils à vous. Elle ne s'affiche pas de la même manière partout. Alors déjà, plus votre sujet est long, moins il y a de la place pour l'accroche. Et puis, si vous êtes sur un smartphone, si vous êtes sur une boîte mail Gmail ou sur une boîte mail Hotmail ou autre, vous n'allez pas avoir le même affichage. Et cet affichage, il peut différer aussi selon le paramétrage que vous avez fait de votre boîte mail, puisque vous l'avez peut-être déjà expérimenté. On peut choisir l'affichage de ces mails avec une liste entière ou alors une liste à gauche réduite et puis à droite le dernier mail reçu ou des choses comme ça. Donc, bien évidemment, l'affichage de cette accroche, il va différer selon ces différents paramètres. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on écrit? Bon, c'est timide. Difficile sur l'accroche. C'est normal, c'est le sujet. Enfin, l'accroche, c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc, on ne se rend pas bien compte. Et effectivement, on se demande ce qu'on peut y mettre. Je comprends tout à fait. Donc, du coup, moi, ce que je voulais vous proposer pour l'accroche, c'est de faire une petite phrase de communication qui pourrait être une accroche qui serait faite aussi sur les réseaux sociaux ou sur une communication print, hein, qui serait par exemple « Engagez-vous avec les petits frères des pauvres et donnez du sens à vos actions ». Donc, on est un petit peu sur la même proposition que vous m'aviez fait tout à l'heure de rendez-vous utile. C'est un petit peu ça aussi. Donc, là, l'idée en fait de l'accroche, ça va être tout simplement de faire du rédactionnel comme vous le faites dans le reste de votre communication, c'est-à-dire en restant très proche de votre, enfin, en restant tout à fait cohérent même avec votre charte éditoriale, et puis en utilisant des mots-clés autant que faire se peut, bien évidemment, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on rédige certes pour nos prospects, pour nos clients, mais on rédige aussi pour les moteurs de recherche. Alors, cependant, les moteurs de recherche sont vraiment user-centric, ils sont centrés sur l'utilisateur, donc nous, on fait pareil, on fait en sorte d'attirer l'utilisateur, quelles sont les phrases qui pourraient lui donner envie, encore une fois, de lire notre mail. Puisque l'objectif d'un mail, bien évidemment, c'est dans un premier temps qu'il soit bien reçu, en ayant une bonne base de données, ensuite qu'il soit ouvert et ensuite qu'il soit lu et qu'on clique dessus. C'est ce qu'on verra après avec le call to action. Donc, comme je vous le disais, hein, cette accroche, elle va être différente, elle va s'afficher différemment selon les différents critères dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le type de boîte mail, le paramétrage, le support sur lequel il est lu. Alors, cette accroche, c'est pareil, si vous n'en rédigez pas, la boîte mail va automatiquement montrer du contenu qui est dans votre mail. Donc, en général, le début de votre texte, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de le rédiger. C'est un peu comme les snippets dans les recherches Google, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de balise métadescription, Google va aller en chercher une tout seul. Donc là, on n'est pas sûr du résultat qui va être affiché. Voilà pour l'accroche. Hop. Et donc, la dernière partie de ce petit exercice, c'est le bouton d'appel à l'action. Donc, le bouton d'appel à l'action, c'est le bouton qu'on met dans le mail, avec pour objectif, bien évidemment, d'avoir un taux de clic le plus important possible. Donc, c'est pareil, à votre avis, quelles sont les règles à respecter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bouton d'appel à l'action qui soit efficace? Alors là, vous pouvez me parler de tout, hein, que ce soit de son design, de sa position, de sa taille, de ce qu'on écrit dedans. Voilà, à votre avis, quelles sont les bonnes pratiques pour faire un bon bouton d'appel à l'action?
Alors, c'est la dernière question. N'hésitez pas à vous manifester. D'accord, attractif, c'est-à-dire Pasquale? Au début et à la fin. Alors, ouais, le personnaliser et le rendre visible au début et à la fin, Daniel. D'accord, très bien. Un bouton en savoir plus, un bouton nos témoignages. OK. Donc là, Mylène, vous me proposez de faire plusieurs boutons. Il faut le rendre plus visible avec un ombrage. Très bien. OK, bon, je vois que le bouton vous inspire davantage que la croche, c'est normal. Ah, on peut mettre aussi des sommes à donner, effectivement, avec des boutons avec la somme. OK, c'est une bonne idée, ça, de mettre les sommes comme ça peut montrer, vous me proposez 5 € par exemple, c'est vrai que ça peut montrer que même un petit don de 5 € peut aider l'association. C'est une très bonne idée. Donc là, on serait sur plusieurs boutons aussi, effectivement. Un menu déroulant, d'accord. Donc dans le mail, on aurait un menu déroulant directement. Inciter à l'action, d'accord. Proposer un cadeau virtuel pour inciter à l'action. D'accord, très bien, effectivement. Bon, alors là, proposer un cadeau, oui, mais du coup, c'est plutôt une offre promotionnelle. On va être dans un autre type de réflexion stratégique, mais c'est une bonne idée, tout à fait. D'ailleurs, les associations le font souvent. On reçoit souvent par courrier un petit porte-clés ou un petit stylo, des choses comme ça. D'accord, donc pour les sommes, en fait, on pourrait avoir un bouton avec un menu déroulant qui permettrait de choisir la somme qu'on veut donner. OK. Alors, pas mal de propositions pour le bouton, c'est top. Alors, c'est pareil, là, pour le bouton, je vais vous donner des petites idées qui peuvent vous permettre de les améliorer. Et voici les 2 boutons que je vous propose. Alors, j'ai pas mis de relief, mais effectivement, on peut mettre le bouton en relief aussi. Donc, l'idée de ce bouton, alors il y a plusieurs choses. C'est que dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, il est gros. Dans un second temps, on voit qu'il a une couleur qui est assez vive. Bien évidemment, normalement, il faudrait mettre le rouge de la charte graphique des petits frères des pauvres. Là, c'est le rouge de PowerPoint, hein, tout simplement. Donc voilà, il est grand, il a une forme arrondie, ça adoucit. Il utilise les couleurs de la charte graphique et puis on a un wording bien spécifique dedans. Donc là, je vous en propose 2. Il y en a un qui s'appelle « Je découvre les actions de l'association ». Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va peut-être pas forcément toujours rentrer dans le vif du sujet en disant « je donne de l'argent » parce que ça fait un peu peur. De toute façon, l'idée, c'est que la personne arrive sur la landing page du site internet, page sur laquelle on va présenter les actions, on va présenter ce qu'on fait avec l'argent et ensuite, on va lui dire « donnez-nous de l'argent ». Donc, ça peut être comme ça. Sinon, on peut être un petit peu plus direct, tout en restant dans le sous-entendu, où là, on va dire « j'apporte ma contribution ». Donc là, la contribution peut effectivement faire penser à la contribution financière, mais en même temps, ça reste assez induit. Donc, encore une fois, on arrive sur une landing page où là, comme vous le voyez à droite, on a un gros bouton d'appel à l'action sur le site des petits frères des pauvres qui s'appelle « Faire un don ». Donc là, il n'y a pas plus direct, et clair. On sait ce qu'on fait quand on clique sur ce bouton. Voilà, alors vous voyez là aussi, j'ai mis un triangle dans la deuxième proposition que je vous fais. Alors ça, tout simplement parce que dans les statistiques, on se rend compte que quand il y a un petit picto ou des petites choses qui apportent un peu du dynamisme sur les boutons, ça a tendance à avoir un effet sur le taux de clic. Donc, c'est des petites choses qui peuvent être sympathiques. Le triangle, ben, on va souvent l'associer au dynamisme, à l'action, au fait d'appuyer sur le triangle pour faire play quand on regarde une vidéo ou un replay. Donc, voilà, il induit l'action. Donc, le petit triangle, ça peut être pas mal. Et après, vous pouvez jouer avec d'autres petits pictos. Donc, voilà pour le bouton d'appel à l'action. Du coup, on peut passer aux questions-réponses si toutefois certaines personnes veulent lever la main.
c'est la dernière session hein, de questions-réponses, donc n'hésitez pas, que ce soit à l'oral ou que ce soit même à l'écrit. Alors, je regarde si on avait des petites choses que j'aurais pas vues à Ça peut droite. être aussi des questions que vous souhaitez poser à Priscilla hein, sur un retour d'expérience, c'est pas enfin, sur le projet, le parcours, voilà. Alors, il y a Laura qui demande est-ce que vous avez rapidement des propositions d'action de crowdfunding quand on n'a pas de base de données? Alors ça, Laura, malheureusement, effectivement, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans vos projets parce que vous êtes souvent avec des petites associations et ces petites associations, elles ne sont pas très bien structurées et donc elles ne prennent pas les mails des gens. Donc, on se retrouve souvent, les étudiants me disent j'ai pas de base de données, j'ai personne à contacter. Alors, plusieurs choses. Déjà, il va falloir dans un premier temps aller sensibiliser l'association, lui demander si elle peut contacter les personnes de l'asso. En général, ils n'ont pas beaucoup d'adhérents. Voilà, s'ils peuvent contacter, ils ont forcément un contact autre que le mail. Donc, qu'ils aillent contacter leurs adhérents et qu'ils leur demandent leur mail. Ça vous fait déjà une première base. Il faut savoir que les adhérents, c'est le premier noyau. C'est les personnes qui vont être les plus sensibles et qui vont être les plus à même de relayer votre campagne. Ensuite, tout simplement, quand vous n'avez pas de base de données, alors ce qui peut se faire quand on est en entreprise, c'est qu'on va louer des bases de données ou on va les acheter ou on va les échanger. Alors, plusieurs choses à savoir là-dessus. Louer ou acheter une base de données, primo, ça coûte de l'argent. Secondo, en général, elles ne sont pas très qualitatives. Et en plus de ça, vous venez toucher des gens qui n'ont pas forcément envie de recevoir un mail de votre part. Par exemple, il faut savoir que le taux d'ouverture entre un mail froid et un mail chaud, c'est-à-dire un mail froid, je ne connais pas l'entreprise qui m'envoie ce mail, le taux d'ouverture, il est à peu près à 25%. Enfin, en tout cas, les personnes se disent prêtes à ouvrir un mail d'une boîte qu'elles ne connaissent pas à 25%. Par contre, on monte à 68% si elles connaissent l'entreprise ou l'association. Donc, vous voyez, c'est très, très important de plutôt privilégier les gens qu'on connaît et après d'aller s'appuyer sur ces personnes-là pour qu'elles soient des relais d'informations auprès des gens qu'elles-mêmes connaissent. Hein. C'est un peu le système des réseaux sociaux et du buzz. Et finalement, on se rend compte, il y avait une donnée d'ailleurs qui disait, je crois que voilà, au final, en 10 personnes, on pouvait, presque tout le monde pouvait se connaître par l'intermédiaire d'une chaîne de 10 personnes qui connaît des gens, qui connaît des gens. Enfin voilà, tout va très vite. Donc, il faut vraiment se baser là-dessus. Moi, je vous dirais d'aller vous appuyer sur les réseaux sociaux et vraiment aussi sur votre entourage parce que vous n'avez peut-être pas de base de données de l'association, mais vous avez probablement, vous, une base de données personnelle. Alors, vous faites un mail gentil en expliquant pourquoi vous faites cette action. Alors, bien évidemment, il y a la réussite de votre projet, puis il y a aussi l'envie d'aider cette association. Et puis, vous leur demandez si eux peuvent relayer à des personnes de leur entourage, si elles estiment que ces personnes pourraient éventuellement être intéressées par l'action, tout simplement. Donc, vraiment se baser sur les gens qu'on connaît en priorité. Merci Priscilla. Alors, il y a une autre question. Quelle bonne pratique pour la longueur du texte, proportion image-texte et un exemple de plateforme pour réaliser les emailing? Alors, au niveau du texte et des images, surtout mettre du texte, ça c'est très important. Alors, vous avez probablement entendu parler du snack content. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont plus le temps. Par exemple, un article de blog, avant, la durée de lecture, c'était 7 minutes, la durée de lecture optimale. Aujourd'hui, on est descendu à 4 minutes. C'est pareil, une vidéo, vous faites du YouTube, etc. Vous faites des vidéos de moins de 4 minutes, sinon vous savez qu'elle ne sera pas visionnée jusqu'à la fin. Donc là, c'est pareil, on va être sur quelque chose d'assez court. Et alors, sur pas trop de visuels, c'est bien d'en mettre un ou deux. N'en mettez pas trop parce que il faut savoir que la boîte mail, en fait, ne va pas voir vos visuels. Et par exemple, si vous envoyez un mail qui n'est que du visuel, il va très, très probablement passer dans les spams. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt. Pensez bien à faire du texte. Et par exemple, quand vous avez des images où il y a du texte, pensez à plutôt mettre le texte en dessous que l'intégrer dans l'image, auquel cas le texte ne sera pas lu par les robots. Donc, ensuite, alors, des conseils pour qu'une asso nous suive. Pour avoir plus de chances qu'une asso nous suive pour la campagne du P5.
Bah alors ça, c'est pareil. Appuyez-vous sur la proximité, en fait. Regardez quelles sont les associations. Alors moi, ce que je vous dirais déjà, c'est réfléchissez aux causes qui vous touchent, vous. Parce que plus vous serez impliqué par la cause et plus vous aurez envie de faire réussir la campagne, au-delà de la réussite de votre projet. Et puis, regardez quelles sont les associations qu'il y a autour de vous. Alors, effectivement, si vous allez chercher une association comme les Petits Frères des Pauvres ou la Croix-Rouge, il y a très peu de chances qu'ils vous répondent. Pourquoi? Pas forcément parce qu'ils ne voudront pas, tout simplement parce qu'il va y avoir une chaîne de validation de 20 personnes avant que votre mail arrive dans la boîte mail de la bonne personne et que vous aurez déjà, je vous le souhaite, fini votre parcours. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher des petites assos autour de vous. Alors, vous voyez peut-être déjà des assos sur vos réseaux sociaux. Mais en tout cas, plus de chance. Pour moi, c'est une chance pour eux, ce projet. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est une crainte que vous avez ou si c'est vraiment une difficulté que vous rencontrez, mais les associations sont plutôt contentes. Alors, rassurez-les sur le fait que même si vous leur demandez la base de données, vous ne contacterez jamais leur contact sans avoir leur permission, que vous leur expliquerez tout. C'est pareil, si vous leur demandez à avoir accès à leur Facebook, vous leur dites bien, moi, je vous montre avant les publications que je vais réaliser, je vous dis à quelle heure je vais les faire, puisque vous avez fait votre planning éditorial avant. Rassurez-les surtout, parce qu'effectivement, ils peuvent avoir peur, mais généralement, quand on arrive vers une association pour lui dire « je vais vous faire gagner 1 000 €, 1 500 €, a priori, on a toujours un bon retour. Alors, c'est pareil, faites attention à la somme que vous objectivez, étant donné que vous êtes sur des campagnes plutôt courtes. N'essayez pas d'atteindre un objectif à 10 000 € parce que ce serait déceptif et ce serait très compliqué de les atteindre. Donc, 1 000 €, 2 000 €, c'est déjà des belles sommes pour ce projet-là. Donc, du coup, on est sur de la petite association. Après, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez par l'intermédiaire du chat. On pourra en rediscuter par la suite si vous le souhaitez. On peut se mettre en contact sur Workplace. Enfin, n'hésitez pas. Ok, alors du coup, là, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux recommandations, à part si tu voulais rebondir, hein. Non, c'est bon. Du coup, on m'expliquait pourquoi J'ai vu mes... association. Ouais, ok, super. Excusez-moi, je lisais. Oui, on va passer aux recommandations, effectivement. Super. Alors, hop. Donc, les recommandations. Donc, on se souvient de notre premier exercice qui est déjà un petit peu loin maintenant, où on parlait de la ligne éditoriale dans le cadre de votre projet 4 et puis on a vu l'entreprise NOS. Au niveau des cibles, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de ne pas oublier de penser à la cible que vous visez pour chaque canal de communication, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir défini votre cible principale, secondaire et votre cœur de cible, quand vous allez réaliser votre charte éditoriale, vous allez utiliser plusieurs canaux de communication et il est possible que vous ne cherchiez pas à toucher la même cible sur différents canaux. Typiquement, si votre cible a entre 15 et 35 ans, peut-être que vous allez chercher à aller toucher les 15-25 sur Snapchat et puis les plus de 25 sur Instagram, par exemple. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir éventuellement sur Snapchat vous accorder un petit peu plus de liberté, peut-être tutoyer les gens et puis jouer avec les pictos et les smileys, par exemple, un peu plus que d'ordinaire. Ensuite, sur les thématiques et les rubriques, il est très, très important de connaître sa mission. Alors, la mission, c'est pourquoi l'entreprise, elle fait ce qu'elle fait et son positionnement. Comme on disait tout à l'heure, NOS, c'est une entreprise qui était plutôt positionnée haut de gamme, donc dans les cigarettes électroniques et en se vendant uniquement chez les buralistes. Ça, c'est son positionnement. Bien évidemment, il faut qu'elle garde ça en tête tout le temps pour définir ces thématiques de communication. Parce que je vous disais tout à l'heure, ça impliquait notamment le fait d'être vendu uniquement chez les buralistes, ça impliquait notamment d'avoir des clients qui sont plutôt des novices. Donc, on ne va pas leur parler de la même façon que si on avait un site internet où on vendait que des pièces détachées et où là, on s'adresserait plutôt à des gens qui sont plus experts. Et ensuite, être user-centrique. Alors ça, c'est pour définir les rubriques, c'est-à-dire que quand vous allez définir vos rubriques, vous allez tout simplement vous demander quels sujets peuvent intéresser mes clients et mes prospects. Voilà, quels sont vraiment les sujets qui vont intéresser. Alors, il y a un exemple qui vous est donné dans le cours Open Classroom. Je ne suis pas très originale, mais j'ai envie de le reprendre parce que pour le coup, c'est un très, très bel exemple. Donc, c'est l'exemple de Red Bull
qui en soi n'a pas forcément beaucoup de choses à dire sur le fait qu'elle vend un soda pas très bon pour la santé et puis un peu chimique. Mais à côté de ça, eux, ils se sont basés sur les sports extrêmes, puisque Red Bull vous donne des ailes et vous donne la force de ne pas dormir de la nuit. Vous pouvez en profiter pour faire des sports extrêmes. Et du coup, voilà, eux, ils ont choisi cette thématique des sports extrêmes et ensuite, ils vont subdiviser pour toucher aussi bien les gens qui aiment les sports de glisse et les sports d'hiver que les sports d'été, les sports d'eau, par exemple. Donc ça, c'est les rubriques. Donc toujours penser à son client, à son prospect, qui je veux toucher et à quoi il peut s'intéresser. Donc comment on va faire? On va être empathique et puis on peut aller leur poser des questions aussi. Bah, qu'est-ce que vous aimez? Voilà, on peut faire des études, hein, tout simplement pour savoir ce qu'ils aiment, quels sont leurs centres d'attention et puis pouvoir les toucher là-dessus. Si c'est en adéquation avec notre positionnement, bien évidemment. Et ensuite, pour le ton et le style, bah, encore une fois, on va s'adapter à la cible, au positionnement et au canal. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour Snapchat et Instagram, par exemple. Ensuite, les recommandations au niveau des mails. Alors là, j'ai des recos pour l'objet du mail. Donc, on n'oublie pas, le mail, il a une grosse, enfin l'objet, pardon, il a une grosse influence sur le taux d'ouverture de vos mails, ce qui est très très important, puisqu'un mail qui est envoyé qui n'est pas lu, ça n'a pas spécialement d'intérêt. N'oubliez pas que les lecteurs ont très peu de temps, ils reçoivent énormément de mails, donc ils sélectionnent. Donc, encore une fois, on fait en sorte d'être vu parmi les 50 mails qui sont dans la boîte et qui vont probablement finir à la poubelle. Ensuite, on fait un objet court et impactant, ça on l'a vu tout à l'heure, hein. On peut essayer d'être original, d'oser l'humour, d'aller dans l'émotion. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on est chez les petits frères des pauvres, c'est plutôt une cause qui va toucher l'émotion. Donc là, on va aller appuyer sur l'émotion. On peut aussi faire des jeux de mots, avoir un rapport avec l'actualité. Alors là, en ce moment, il y a des petits buzz avec la question elle est vite répondue. Voilà, on peut s'amuser avec des choses dans ce style-là, ou alors les moulures au plafond, etc. Par exemple, mais encore une fois, ça dépend du positionnement et de la cible que vous cherchez à toucher, hein. Ça ne va pas toucher tout le monde, il y a même des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'il va être très important d'aller tester vos objets. Comment on fait un A/B testing? On prend un segment. Donc déjà, vos mails, vous essayez de les segmenter, hein. Ne les envoyez pas, si vous avez une base de données de 50 000 personnes, n'envoyez pas le même aux 50 000 personnes. On va essayer de segmenter par rapport, par exemple, au comportement. Si on vend des vêtements, on va segmenter en mettant une pub pour une robe aux femmes qui ont acheté une robe dans les 6 derniers mois, pour un jean pour celles qui ont acheté un jean, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer d'envoyer un mail à 2000 personnes grand max. Le segment, c'est 2000 personnes grand max. Et puis, on va aller tester, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, 1000 personnes de ce segment, donc on va dire les femmes qui ont acheté une robe dans les 6 mois. On va leur mettre un objet, puis on va prendre les 1000 autres femmes. C'est important que ce soit le même échantillon de personnes, sinon elles n'ont pas forcément les mêmes réactions. Et du coup, on va tester un autre objet. Ça va nous permettre d'aller voir les résultats au niveau du taux d'ouverture et de savoir quel a été l'objet le plus performant. Donc ça, c'est très important. Alors, n'hésitez pas à faire de la veille. La veille, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez simple. Vous vous connectez, enfin, vous vous inscrivez aux newsletters, vous donnez votre adresse mail à toutes les boîtes que vous avez l'occasion de rencontrer. Ça vous permet de recevoir plein de newsletters. Mais ça vous permet surtout d'observer, d'avoir un œil de communicant et d'observer quels sont les mails qui vous ont accroché, lesquels vous avez ouverts même sans y réfléchir parce qu'ils vous ont donné envie de les ouvrir. Moi, ça m'arrive tous les jours. Et tous les jours, je me dis, ah bah tiens, ils ont été forts sur l'objet parce que j'ai ouvert ce mail alors que je ne connais pas cette boîte ou alors que je n'ai pas commandé chez elle depuis 2 ans, par exemple. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut absolument analyser les performances, hein, c'est ce que je vous disais, pour identifier ce qui fonctionne. Donc, une fois que vous avez fait de l'A/B testing, vous analysez vos performances. Et puis, c'est surtout que vous pouvez faire des tests aussi d'un mail à l'autre. Peut-être que vous avez fait un mail avec un objet qui était plutôt sur l'humour au mois de juillet et qu'au mois d'août, vous allez plutôt essayer l'émotion. Et puis, on va quand même essayer de comparer les taux d'ouverture. Et ensuite, on fait bien attention de ne pas atterrir dans les spams. Donc, pour ça, dans notre objet, on ne met pas des majuscules partout, on ne met pas des points d'exclamation partout. On évite les mots tels que gratuit, pas cher, enfin voilà, toutes les choses que vous pouvez voir dans vos spams. C'est pareil, hein, pour savoir quelles sont les choses qui sont blacklistées par les boîtes mail, c'est pas compliqué, vous regardez dans vos spams et vous verrez que souvent les titres sont assez évocateurs. Et ensuite, n'oubliez pas de soigner le champ de, donc de qui vient ce mail. Alors, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, c'est une entreprise très connue. Après, vous pouvez par exemple mettre Cerise de Groupama
ou des choses comme ça pour personnifier un petit peu le message et montrer qu'il y a une personne derrière le mail qui est envoyé. On vient encore une fois personnaliser davantage. Et les dernières petites recommandations que je vais avoir pour vous, donc c'est au niveau du bouton Call to Action. Donc là, on a vu pas mal de choses tout à l'heure déjà, excusez-moi. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que ce bouton, il doit être visible. Alors, pour être visible, on va le mettre au-dessus de la ligne de flottaison. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est tout simplement la ligne qui est sur votre ordinateur ou sur votre smartphone qui délimite le bas de votre écran. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site internet, tout ce que vous voyez, c'est la zone de flottaison. C'est toute la zone qui est visible. Tout ce qui est en dessous, qui se voit au scroll, donc n'est pas dans la zone de flottaison. Et donc, la frontière, c'est la ligne de flottaison. Donc, votre call to action, il doit être au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'on doit le voir à l'ouverture du mail, sur l'écran. Bien évidemment, dans les outils d'envoi de mail tels que Mailjet ou Mailchimp, vous avez la possibilité de tester les affichages sur les différents desktops ou sur les différentes boîtes mail. Donc, c'est toujours intéressant pour s'assurer justement que le mail a un bon affichage sur toutes ces choses-là, en tout cas sur les types de boîtes mail les plus récurrents. Ensuite, il a été démontré par des chiffres, alors je n'ai pas les stats exactes en tête, mais que les boutons qui sont les plus efficaces sont les boutons qui sont centrés, donc pas à gauche, pas à droite. La gauche, c'est un peu mieux, mais le mieux, c'est quand même un bouton qui est au centre. Ensuite, il faut qu'il soit contextualisé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être tout seul au milieu de nulle part. On va bien mettre à côté du texte et notamment expliquer le pourquoi du comment, c'est-à-dire qu'on va avoir un fil conducteur qui va nous mener justement à ce bouton qui est la finalité de ce qu'on vient de dire. Ensuite, le bouton, il faut qu'il apporte un intérêt à l'internaute, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt que de lui dire faire un don, on va lui dire je découvre, j'en profite. Voilà, ça c'est des choses où j'en profite typiquement, c'est quelque chose que vous devez voir souvent. Mais voilà, là on vous dit je vous fais une super offre, vas-y. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Au niveau du design, on le soigne, hein, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à rajouter des petits triangles ou d'autres choses qui pourraient. Alors on m'avait dit tout à l'heure dans les réponses de mettre du volume, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, bien évidemment, ce bouton, on le met au milieu d'un mail qui est cohérent dans le fond et dans la forme. Parce que si on a un super bouton de call to action, mais que le mail est beaucoup moins qualitatif, ça ne va pas forcément inciter à cliquer. Et ça va être la même chose pour la landing page, puisque ce bouton, il va envoyer vers une page de site internet ou des réseaux sociaux ou autres. Mais en tout cas, il faut que ce qu'on a derrière corresponde à ce qui est écrit sur le bouton déjà, parce qu'il ne faut pas mentir. Ça, c'est pareil pour l'objet de votre mail, hein, ne mentez jamais. Sous-entendez bien ce qu'il va y avoir derrière. Et puis, faites quelque chose de qualitatif derrière. Voilà. C'est tout pour moi. Super. Eh ben, merci beaucoup, Priscilla. Merci déjà pour ton intervention. C'était vraiment super de t'avoir avec nous. C'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. Mais je pense, Top. que les participants aussi. Merci à vous aussi hein, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu et pour les exercices et puis d'avoir posé vos questions. Il y a un sondage qui va vous être partagé à l'issue du live. Voilà, donc ça nous permet d'avoir vos retours. N'hésitez pas, hein, franchement, on fait ces webinaires pour vous étudiants. On essaie de les améliorer vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, partagez-nous vos feedbacks. On vous demande aussi s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans des prochains lives. Et puis si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, vous pouvez également poser ces questions-là dans le survey qui va vous être partagé. Voilà, donc le lien du replay vous sera également partagé dans quelques jours. Et puis, on espère à bientôt pour une prochaine session libre. Et puis, merci encore Priscilla, merci à vous. Et je vous Merci à vous. Bon week-end à tous. Bon week-end.